Voici la honte de la famille, mon frère Étienne a dit à ses garçons d'honneur lors de son mariage. Elle travaille au Franprix. Ils ont tous ri. J'ai juste souri et je me suis éloignée. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le témoin, l'homme qui se tenait fièrement à côté de mon frère, était sur le point de s'approcher de moi, d'ignorer tout le monde, et de dire « Mademoiselle Grondin ? Je suis votre chef de sécurité. On y va ?» Cette seule phrase allait faire exploser leur monde et révéler les secrets que je gardais depuis 7 ans. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Cette histoire est intense, et je suis sûre qu'elle va vous faire réagir. Avant de plonger dans les détails de ce mariage désastreux, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous êtes, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est toujours fascinant de voir jusqu'où ces histoires voyagent. Merci de votre soutien. Et maintenant, retournons à ce château et à cette matinée qui allait tout changer. La matinée du mariage d'Étienne avait commencé comme toutes les réunions de famille depuis 7 ans, par un appel téléphonique de ma mère, Josiane, m'expliquant comment je devais m'habiller et, surtout, comment je devais me comporter pour ne pas embarrasser la famille. J'étais debout dans ma suite somptueuse au château de Bagnols, un endroit d'une opulence presque écœurante près de Lyon. Je regardais la robe de demoiselle d'honneur que Diane, la future mariée, avait spécifiquement choisie pour moi. Elle était d'un jaune moutarde qui donnait la nausée, un tissu synthétique qui semblait avoir été choisi pour sa capacité à jurer avec n'importe quel teint humain, en particulier le mien. Le téléphone posé sur la coiffeuse Louis XVI vibra. Je soupirai. C'était ma mère. Je savais ce qui m'attendait. Léonie, ma chérie, commença-t-elle, avec ce ton qu'elle avait perfectionné au fil des ans. Un mélange de fausse sympathie et de condescendance pure. Je sais que c'est une journée difficile pour toi. Difficile ? Pourquoi ? Demandai-je, tout en essayant de déchiffrer la fermeture éclair complexe de la robe qui me faisait penser à une banane malade. Eh bien, être entouré de tous les amis si brillants d'Étienne. Et la famille de Diane ? Tu sais, les Laforge sont des gens très importants. Des magistrats, des notaires. De vrais Lyonnais de vieille souche. Ils ne sont pas habitués à, enfin, tu comprends. Je comprenais parfaitement. Ils n'étaient pas habitués à la honte de la famille. Je garderai cela à l'esprit, maman. Et s'il te plaît, ma chérie, continua-t-elle, n'aborde pas ta situation professionnelle. C'est le grand jour d'Étienne, nous ne voulons pas que les gens se sentent mal à l'aise. Ma situation. Ce n'était pas mon travail, ni ma carrière. C'était ma situation. Comme si j'avais une maladie contagieuse qu'il fallait cacher. La vérité, c'est que ma situation s'appelait Solutech Dynamic, une entreprise de cybersécurité et de conformité des données bancaires que j'avais fondée à partir de rien. Une entreprise aujourd'hui évaluée à 3,8 milliards d'euros. Mais pour ma famille, je travaillais au Franprix. Le plus ironique dans tout ça ? Ce château. Ce mariage extravagant qu'Étienne n'aurait jamais pu se payer avec son salaire d'avocat débutant. Je l'avais payé. Pas directement, bien sûr. Cela aurait été trop simple. J'avais fait un don anonyme massif à une fondation de préservation du patrimoine local, qui, comme par hasard, avait offert le lieu à Étienne et Diane pour leur mariage, en échange d'un peu de publicité. J'avais dit à ma mère que c'était une aide qu'Étienne avait obtenue grâce à ses relations. J'étais là, dans une suite que j'avais payée, sur le point de porter une robe hideuse, pour assister à ma propre humiliation, financée par mes soins. Ma mère ajouta une dernière instruction. Ah, et Léonie. Le témoin d'Étienne, Monsieur Vidal. C'est un homme très, très important. Étienne l'a rencontré lors d'un gala, je crois. Un homme très classe, très discret. S'il te plaît, ne va pas l'ennuyer avec tes histoires de promotion sur le comté, d'accord ? Sois digne. J'ai failli éclater de rire. Monsieur Vidal. Antoine Vidal. Mon chef de la sécurité pour l'Europe, un ancien du GIGN, l'homme qui gérait mes déplacements, ma sécurité personnelle et celle de mes 8000 employés à travers le continent. Étienne, dans sa course effrénée à l'escalade sociale, l'avait rencontré lors de la fête de Noël de Solutech l'année dernière. J'avais présenté Antoine comme un consultant stratégique. Étienne,
aveuglé par l'assurance tranquille, le costume à 10 000 € et l'aura de pouvoir de Vidal, l'avait supplié d'être son témoin, pensant s'attacher les services d'un quelconque haut fonctionnaire ou d'un diplomate secret. Vidal m'avait demandé la permission par message sécurisé. J'avais accepté, amusée, et un peu curieuse de voir jusqu'où irait cette comédie. « Je serai un ange, maman, répondis-je, ma voix plus douce que je ne le pensais. J'ai raccroché. J'ai regardé la robe. L'ironie était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. J'allais passer la journée à être traitée comme une ratée, dans un château que j'avais payé, entouré de gens qui admiraient mon employé. J'ai enfilé la robe. La fermeture éclair s'est coincée. Parfait. La journée ne faisait que commencer. D'où venait cette histoire de Franprix? Comment une PDG d'une entreprise pesant des milliards pouvait-elle être prise pour une caissière par sa propre famille? C'était de ma faute. En partie. Et en partie, c'était la leur. Il y a 7 ans, quand j'ai eu l'idée de Solutech, j'avais 27 ans. J'étais en train de coder le premier algorithme de cryptage dans mon studio parisien de 15 mètres carrés. L'air sentait le café froid et l'ozone de mon ordinateur surchargé. J'avais besoin de comprendre les failles des systèmes de paiement, POS, de la grande distribution. La théorie ne suffisait pas. J'avais besoin de la pratique. Alors, j'ai pris un job de nuit. Caissière au Franprix du coin, avenue de Clichy. De minuit à 6 heures du matin, je scannais des articles. Des nouilles instantanées, des boissons énergisantes, des magazines. J'observais. J'observais les terminaux de paiement, les bugs du système d'inventaire, la façon dont les employés contournaient les protocoles de sécurité pour aller plus vite. De 6 heures du matin à minuit, je rentrais dans mon studio et je construisais un empire. Je l'ai fait pendant 6 mois. C'était épuisant, horrible, et c'était la meilleure étude de marché que j'ai jamais faite. À cette époque, lors des rares dîners de famille, quand on me demandait ce que je faisais, je répondais honnêtement, je travaille au Franprix ou je suis dans la logistique de la grande distribution. Ils n'ont retenu que Franprix. Et une fois que cette image s'est installée, elle est devenue impossible à déloger. Quand j'ai mentionné avoir embauché mes premiers employés, ma tante Monique a dit « Oh, c'est bien. Tu es devenu chef de caisse ? C'est une belle promotion. » Quand j'ai dit que je déménageais dans des bureaux plus grands, ma mère a supposé que je parlais d'un Franprix plus grand. Puis, j'ai essayé de leur expliquer. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était il y a environ 5 ans. Un dîner de famille dominical. Étienne venait de passer son examen du barreau, après 2 échecs, et se pavanait comme un paon. J'ai timidement mentionné que mon entreprise de logiciels venait de lever son premier 1 million d'euros en capital risque. Le visage de mon frère s'est fermé. « Oh, arrête avec tes projets informatiques, Léonie, avait-il dit, agacé, en agitant la main. On parle de choses sérieuses, ici. De la vraie vie. Pas de tes jeux vidéo. » Ma mère avait immédiatement changé de sujet, me faisant comprendre que mon succès de pacotille était gênant, qu'il mettait Étienne, le vrai succès de la famille, mal à l'aise. J'ai vu de la jalousie, pure et simple. De l'envie. Alors, je me suis tue. J'ai réalisé quelque chose de terrible ce jour-là. Ma famille, ils n'aimaient pas le succès, sauf le leur. Ils avaient besoin que je sois Léonie la caissière. Cela les mettait à l'aise. Cela leur permettait de me donner des conseils, de me regarder avec cette pitié condescendante. Léonie la ratée faisait briller Étienne l'avocat d'un éclat plus vif. Ma réussite les mettait mal à l'aise. Mon échec présumé les rassurait. Alors, j'ai joué le jeu. C'était plus simple. C'était un bouclier. Je me suis dit que c'était une sorte d'expérience sociale tordue. Je voulais voir combien de temps cela durerait. Je voulais savoir s'ils m'aimaient pour moi, ou s'ils aimaient simplement la place que j'occupais dans leur hiérarchie familiale, celle de la dernière marche sur laquelle ils pouvaient s'essuyer les pieds pour se sentir grands. 7 ans plus tard, l'expérience durait toujours. Mais elle avait cessé d'être drôle. Mon silence était devenu ma prison. Je vivais une double vie. D'un côté, la PDG milliardaire, Léonie Grondin, qui négociait des contrats avec des gouvernements et des banques centrales. De l'autre,
la pauvre Léonie, la situation embarrassante, à qui on offrait les restes du rôti du dimanche. J'avais l'habitude de leur pitié. Mais ce que j'allais découvrir au dîner de répétition, la veille du mariage, ce n'était plus de la pitié. C'était quelque chose de bien plus sombre, une malveillance active. La pitié s'était transformée en mépris. Et j'étais sur le point de découvrir jusqu'où ils étaient prêts à aller. La veille au soir, le dîner de répétition avait donné le ton. Nous étions dans une autre salle du château, la salle des tapisseries, plus intime, mais tout aussi dorée et étouffante. La famille Laforge était là, au complet. Le père, Monsieur Laforge, un notaire réputé de Lyon, avec une suffisance qui semblait gravée dans le marbre de son visage. La mère, Madame Laforge, une magistrate, qui vous examinait comme si vous étiez à la barre. Il respirait l'argent et le pouvoir de la vieille bourgeoisie provinciale. Étienne était insupportable. Il gloussait, il se pavanait, il essayait désespérément de les impressionner. Et son principal outil pour cela, c'était son témoin. Antoine, disait-il à son futur beau-père, en lui tapant sur l'épaule d'un air faussement décontracté, vous devriez parler à Antoine. Un homme incroyablement connecté. Il est dans, disons, la consultation stratégique de haut niveau. N'est-ce pas, Antoine? Monsieur Vidal, Antoine, assis à la table d'honneur, était l'image même du calme. En costume sombre, il sirotait son eau gazeuse, impassible, professionnel. Il était mon employé, mais ce soir-là, aux yeux d'Étienne, il était un trophée social. Il a simplement hoché la tête vers Monsieur Laforge. Puis, le frère de Diane, un jeune avocat aussi arrogant qu'Étienne, s'est tourné vers moi. Et vous, Léonie? Étienne m'a dit que vous étiez, dans le commerce? Avant que je puisse ouvrir la bouche, Étienne a sauté sur l'occasion. Il a posé sa main sur mon épaule, un geste faussement protecteur qui me donnait envie de le mordre. Oh, Léonie, c'est notre ancre. Elle nous garde les pieds sur terre. Il a ri, un rire qui sonnait creux. Elle est caissière au Franprix, à Paris. Un travail honnête. Il en faut, n'est-ce pas? Un silence est tombé. Pas un silence gêné. Un silence d'évaluation. J'ai vu le regard de Madame Laforge, la magistrate. Elle me jaugeait. Et elle me jugeait. Elle a échangé un regard avec son mari. Tout était dit. J'étais la tare. Monsieur Vidal, de l'autre côté de la pièce, a levé les yeux de son assiette. Nos regards se sont croisés. Une seconde à peine. Son sourcil s'est haussé d'1 millimètre. C'était son langage corporel pour « situation sous contrôle, madame ?» J'ai détourné le regard, un sourire figé sur les lèvres. Il savait. Il était au courant de la « légende Franprix ». Il avait dû faire une enquête de sécurité complète sur ma famille avant de me laisser m'approcher d'eux. J'ai vu Étienne et Diane se regarder et partager un petit sourire suffisant. Je n'étais pas seulement la sœur ratée. J'étais leur faire-valoir. Ma simplicité rendait leur succès encore plus éclatant. Ils m'utilisaient comme toile de fond pour leur propre grandeur. Le commerce de détail est fascinant, ai-je dit calmement, ma voix neutre. La gestion des flux et la sécurité des transactions sont d'une complexité incroyable. Le père Laforge m'a tapoté la main, comme on le ferait avec un enfant un peu lent. C'est bien, ma petite. C'est bien d'être passionné par son travail. Quel qu'il soit. Puis il s'est immédiatement tourné vers Étienne pour parler d'un dossier de fusion-acquisition, un sujet sérieux. J'ai senti le sang me monter au visage. Pas de colère, mais d'humiliation. Une humiliation brûlante. J'ai murmuré une excuse, prétextant une migraine, et je suis sorti sur la terrasse pour prendre l'air. L'air frais de la campagne lyonnaise était vif. J'avais besoin de me calmer. Je gérais des milliers de personnes, je négociais des milliards d'euros, mais je laissais mon propre frère me traiter comme une idiote. Pourquoi? Parce que c'était plus simple? Ou parce qu'une partie de moi avait peur de ce qui se passerait si la vérité éclatait? Je me suis approché d'une fenêtre ouverte pour retourner à l'intérieur, évitant la salle principale. C'est là que j'ai entendu la conversation. Celle qui a tout changé. Celle qui a transformé la pitié en trahison. C'était ma mère, Josiane,
qui parlait à Madame Laforge, la mère de Diane. Et ce que j'ai entendu m'a glacé le sang. Josiane, disait Madame Laforge d'une voix basse et calculatrice, le genre de voix qu'elle devait utiliser au tribunal pour déstabiliser un témoin. Diane est un peu préoccupée. Elle et Étienne pensaient peut-être demander à Léonie d'être la marraine de leur premier enfant. Mais quoi, répondit ma mère, faussement outrée. Léonie adore les enfants. Ce n'est pas la question, rétorqua Madame Laforge, sèchement. Il s'agit de l'influence. Franchement, quel genre d'influence aurait-elle? Étant donné sa situation, délicate. J'ai retenu mon souffle, caché dans l'ombre de la terrasse. Un courant d'air froid me glaçait le dos, mais ce n'était rien comparé à la froideur qui m'envahissait. Oh, cher ami, dit ma mère en riant presque. Un petit rire nerveux, conspirateur. Ne vous inquiétez pas pour ça. Léonie serait ravie, mais bien sûr, elle n'a aucune influence financière. Aucune. C'est juste, notre petite Léonie. Elle est adorable, mais pour le reste, disons qu'elle n'est pas un modèle de réussite. Vous la soutenez donc, demanda Madame Laforge, direct. Il y eut un silence. Un silence lourd, que ma mère remplit avec un soupir théâtral, le soupir d'une martyre. Que voulez-vous? C'est la famille. Nous faisons ce que nous pouvons. Étienne est si généreux avec elle. Il s'inquiète tellement. Il l'aide? Financièrement? Nous devons l'aider à payer son loyer à Paris, murmura ma mère, comme si elle avouait un secret honteux. Vraiment? La voix de Madame Laforge était pleine de surprise, mais aussi, je crus le déceler, de satisfaction. La famille de son gendre n'était pas si parfaite. Oh oui, insista ma mère, s'enfonçant dans son mensonge. Ce n'est pas facile, vous savez. Paris est si cher. Nous lui envoyons 500 € chaque mois. Juste pour qu'elle garde la tête hors de l'eau. C'est notre fardeau, mais nous le portons. 500 €. Je me suis appuyée contre le mur de pierre froide du château. J'ai cru que j'allais vomir. Ce n'était plus une omission. Ce n'était plus une interprétation erronée de ma vie. C'était un mensonge. Un mensonge pur et simple, inventé de toutes pièces. Ils avaient inventé un chiffre. 500 €. Une somme précise, crédible, et tellement insultante. Je n'avais jamais reçu un centime d'eux depuis mes 18 ans. Jamais. J'avais payé mes études, j'avais financé ma start-up, j'avais tout fait seul. Ils ne se contentaient pas de me voir comme une ratée. Ils fabriquaient activement cette image. Ils me transformaient en cas social, en fardeau, pour se donner le beau rôle. Ma mère pouvait jouer la mère courage qui soutenait sa fille à la dérive. Étienne pouvait jouer le frère magnanime qui s'inquiétait pour sa petite sœur limitée. J'ai compris. Ils ne se contentaient pas de profiter de mon échec supposé. Ils le cultivaient. Ils en avaient besoin pour se sentir supérieurs, pour justifier leur propre existence médiocre déguisée en succès. Je n'ai pas pu en entendre davantage. J'ai quitté la terrasse, j'ai traversé le couloir de service, sentant les larmes de rage me monter aux yeux. J'ai pris l'ascenseur de service et je suis monté dans ma suite. J'ai verrouillé la porte. Mes mains tremblaient. J'ai regardé l'heure. 23h30. J'ai ouvert mon ordinateur portable sécurisé, celui qui ne me quitte jamais. J'avais une vidéoconférence urgente avec mon équipe à Berlin. L'acquisition de Cybercore, une opération à 1,2 milliard d'euros, rencontrait un obstacle juridique de dernière minute. Je suis restée assise là, dans ma suite à 5 000 € la nuit, celle que ma famille pensait que je ne pouvais même pas m'offrir, et j'ai travaillé jusqu'à 3 heures du matin, démantelant l'argumentation des avocats allemands et sauvant l'accord. Pendant que je sauvais un accord qui allait créer 5 000 emplois, ma mère, 2 étages plus bas, racontait à sa nouvelle meilleure amie qu'elle me donnait de l'argent de poche pour survivre. Il m'avait inventé une vie. Mais que se passerait-il s'il m'avait aussi inventé un avenir? La réponse m'attendait le lendemain matin, dans la salle de maquillage. Le matin du mariage, l'humiliation a repris, ponctuelle comme une horloge. J'étais assise dans la salle de maquillage, vêtue d'un peignoir en soie que je trouvais ridicule, prise en sandwich entre les autres demoiselles d'honneur.
Il y avait la sœur de Diane, une avocate fiscaliste à Paris qui dégageait une arrogance froide, et une amie d'université de Diane, consultante pour un cabinet prestigieux qui semblait vibrer d'une énergie nerveuse. L'air était saturé de lacs et de conversations sur les carrières. C'était un concours à qui avait le plus de travail, le plus de stress, et donc, le plus de succès. Franchement, je n'en peux plus, disait la consultante, en tapotant frénétiquement sur son téléphone. Ce dossier à la défense me tue. Je dors 4 heures par nuit. J'ai dit à mon N+1 que si je n'avais pas ma semaine à Courchevel en février, je démissionnais. Je te comprends, répondit la sœur avocate, sans lever les yeux de sa propre tablette. J'ai bouclé 3 LBO le mois dernier. Mon bonus va être indécent, mais sincèrement, je ne sais même pas si j'aurai le temps de le dépenser. Je vis au bureau. Elles se tournèrent vers moi. Leurs yeux maquillés me fixaient avec une curiosité polie. La pièce devint silencieuse, à l'exception du sifflement de la laque. Et vous, Léonie? Vous travaillez dans quoi? Demanda l'avocate, d'un ton qui suggérait qu'elle n'attendait pas grand-chose de ma réponse. Avant que je puisse répondre, Diane, déjà coiffée et rayonnante, intervint depuis sa chaise haute, comme une reine s'adressant à la plèbe. Oh, Léonie travaille dans le commerce, dit-elle avec un sourire trop large. Elle est au Franprix. C'est un travail très stable, n'est-ce pas, Léo? Pas de stress, pas de LBO. Très stable, ai-je répondu, ma voix neutre. Je pensais au contrat de 10 ans que Solutech venait de signer avec l'ensemble du système bancaire du Benelux. Ça, c'était stable. Oh, dit la consultante. Elle ne savait pas quoi ajouter. Son univers ne contenait visiblement pas de caissière. L'avocate, cependant, essaya d'être gentille, à sa manière condescendante. C'est admirable. Restez fidèle au même poste. Il faut une certaine endurance. Et puis, c'est concret. Vous voyez des gens. La conversation reprit sur leurs projets de vacances, leurs achats d'appartements, leur N+1, leur bonus. J'ai regardé mon reflet dans le miroir. La maquilleuse essayait de faire quelque chose avec mon visage, mais je ne voyais que la pitié dans les yeux des autres. Que pouvais-je dire? Oh, je ne vais pas à Courchevel, mais je dois briefer le commissaire européen à la cybersécurité mardi prochain à Bruxelles sur la nouvelle directive NIS2. Mon bonus? Oui, mes stock options ont pris 400 millions d'euros de valeur le mois dernier. Non. Je suis restée, Léonie du Franprix. Je me suis tue. Je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà été dans cette situation, n'est-ce pas? Ce moment où vous êtes dans une pièce, écoutant les autres se vanter de leur vie, alors que vous savez que vous jouez dans une ligue complètement différente, mais que vous ne pouvez rien dire. Par politesse. Par stratégie. Ou simplement parce que c'est trop compliqué et que vous n'avez pas l'énergie de vous justifier. Sérieusement, que feriez-vous à ma place? À ce moment précis, dans cette salle de maquillage? Est-ce que vous exploseriez pour leur dire la vérité, au risque de gâcher l'ambiance? Ou est-ce que vous attendriez le bon moment, en serrant les dents? Dites-moi dans les commentaires comment vous auriez géré cette situation. Votre avis m'intéresse vraiment, car à ce moment-là, j'avais vraiment besoin d'un conseil. J'ai souri, j'ai hoché la tête, et j'ai laissé la maquilleuse me transformer. J'ai survécu au maquillage. J'ai survécu aux préparatifs. Maintenant, c'était l'heure de la cérémonie. Je devais juste enfiler cette robe dégoûtante, marcher jusqu'à l'hôtel, et me taire. Mais Étienne. Mon cher frère. Il avait d'autres plans pour moi. L'humiliation publique n'avait pas encore officiellement commencé. La cérémonie elle-même était magnifique, je dois l'admettre. Le château offrait un décor digne d'un conte de fées. Les jardins étaient manicurés à la perfection. Diane était radieuse dans une robe qui devait coûter le prix d'un appartement. Étienne avait l'air triomphant. C'était le mot. Il avait réussi. Il avait épousé la richesse et le statut. Je me tenais près de l'autel, dans ma robe moutarde, essayant de me fondre dans les tapisseries. J'étais à côté d'Antoine Vidal, le témoin. Il était impeccable dans son costume sur mesure, un roc de calme professionnel au milieu de cette comédie familiale. Il ne m'a pas regardé une seule fois. Il était en service,
même ici. Ses yeux balayaient la foule, analysant les sorties, les menaces potentielles. Pour lui, j'étais la seule chose qui comptait dans cette pièce. Pour tous les autres, j'étais la seule qui ne comptait pas. Pendant l'échange des vœux, un moment qui aurait dû être émouvant, j'ai entendu des chuchotements derrière moi. C'était ma tante Monique et mon cousin Fabien. Ils n'essayaient même pas d'être discrets. Franchement, soufflait Monique, Diane aurait pu faire un effort pour Léonie. Cette couleur, c'est criminel. Ça fait ressortir sa fatigue. Elle a l'air d'avoir 10 ans de plus. Ce n'est pas la robe, maman, répondit Fabien, d'un ton suffisant. C'est le stress. Quand on doit compter chaque centime. Tu as vu sa Twingo sur le parking? La vieille Twingo verte. J'ai cru que c'était la voiture du jardinier. C'est pathétique. J'ai fermé les yeux un instant. Ma Twingo. Ma Twingo de 1998. Je l'adorais. C'était la première voiture que j'avais achetée avec mon tout premier salaire de Solutech. Elle était cabossée, elle faisait du bruit, mais elle était à moi. Elle me rappelait d'où je venais. Pour eux, c'était juste un autre symbole de mon échec. Vint le moment des photos. Le photographe, clairement briefé par Diane, était d'une politesse cruelle. Les demoiselles d'honneur ici, la famille, parfait. Et Léonie, il a hésité en regardant son plan, pourriez-vous vous mettre juste, un peu derrière? Oui, là, derrière votre cousine. Pour équilibrer la composition? J'étais devenu l'arrière-plan flou de leur journée parfaite. J'ai souri pour l'appareil photo, un sourire qui ne dépassait pas mes lèvres. La réception a commencé. Le champagne coulait à flots. Et puis, Étienne s'est levé pour son premier discours. Il a commencé par remercier la famille Laforge. Une famille de bâtisseurs, de juristes, l'épine dorsale de Lyon. Je suis si fier de vous rejoindre. Il a levé son verre à ses nouveaux beaux-parents. Puis il s'est tourné vers son témoin. Et à mon témoin, Antoine Vidal. Un homme d'une intégrité et d'une discrétion rare. Un véritable honneur de vous avoir à mes côtés, Antoine. Votre présence rehausse cet événement. Vidal a simplement hoché la tête, impassible. Enfin, il s'est tourné vers notre famille. Il a remercié tante Monique pour, je ne sais quoi. Il a félicité le cousin Fabien pour sa nouvelle pharmacie qui, je le savais, était financée par ses parents. Et puis, son regard s'est posé sur moi. La musique s'est adoucie. Le projecteur semblait se braquer sur moi. Et enfin, à ma sœur. Ma chère Léonie. Toute la salle me regardait. Léonie, qui a fait tout le chemin depuis Paris pour être avec nous. Je sais que le billet de train Ouigo n'a pas dû être facile à gérer avec ton budget, mais ta présence signifie beaucoup pour moi. Quelques rires polis. L'allusion au Ouigo, le train le coste. C'était subtil. C'était vicieux. Elle me rappelle, continua-t-il, qu'il n'y a pas que le succès dans la vie. Qu'il n'y a pas que l'argent. Il dit cela dans un château à plusieurs millions d'euros. Elle nous rappelle qu'il y a aussi la dignité du travail simple. Léonie travaille dans le service. Elle sert les gens. Et c'est un travail honnête, un travail nécessaire. Nous t'aimons pour ta simplicité, Léonie. Il a levé son verre. À Léonie. Pour ses valeurs simples. Toute la salle a levé son verre vers moi. À Léonie. Ils me regardaient tous avec ce mélange de pitié et de soulagement. Le soulagement de ne pas être moi. Valeurs simples. C'était son mot pour pauvre. Honnête. C'était son mot pour sans importance. J'ai souri. J'ai levé mon verre. J'ai bu le champagne qui avait le goût de la cendre. J'ai cru que c'était le pire. J'ai cru que l'humiliation était terminée et que je pouvais maintenant me cacher dans un coin jusqu'à la fin. J'avais tort. Le pire était encore à venir, là, sur cette terrasse, alors que j'essayais de m'échapper. J'avais besoin d'air. L'atmosphère de la salle de bal, lourde des parfums chers et de la condescendance, me donnait la nausée. J'ai posé ma coupe de champagne à moitié pleine et je me suis glissée sur la terrasse. La nuit était fraîche. J'entendais la musique assourdie de l'intérieur, un orchestre jouant une valse.
Je me suis appuyé contre la balustrade en pierre, regardant les jardins du château, illuminés pour l'occasion. J'essayais de respirer. De compter jusqu'à 10. C'est là que j'ai entendu la voix d'Étienne. Il n'était pas seul. Il était avec Madame Laforge, la mère de Diane. Il se tenait près d'une porte-fenêtre ouverte, à quelques mètres de moi, pensant être seul dans l'obscurité. Étienne, disait Madame Laforge, sa voix de magistrate ne laissant place à aucune émotion, je dois admettre que j'étais sceptique. Votre famille n'a pas le pédigré des Laforge. Mais vous voir en action ce soir, vous avez de l'ambition. Vous irez loin. Merci, belle maman, dit Étienne, sa voix dégoulinante de fierté. J'essaie de faire honneur à votre famille. Mais cette histoire de marraine, reprit-elle. Honnêtement. Léonie? Elle n'a même pas l'air stable. Est-ce qu'elle va bien? Elle semble si absente. Étienne a ri. Un rire sec, méprisant, qui m'a glacé le sang plus que l'air de la nuit. Léonie? Oh, ne vous inquiétez pas pour elle. Elle est comme ça. Elle n'a aucune ambition. Elle n'a jamais rien voulu. Elle se contente de son petit boulot, de son petit appartement. Maman doit lui envoyer de l'argent tous les mois, vous imaginez? À 34 ans. Mon Dieu, dit Madame Laforge, feignant le choc. Non, vraiment, continua Étienne, elle est gentille, mais elle est limitée. C'est le cas social de la famille. Mais on l'aime quand même, n'est-ce pas? Chaque famille a son fardeau. Limité. Cas social. C'était mon frère. J'ai reculé, m'éloignant de la porte, le cœur battant à tout rompre. J'ai failli percuter un autre groupe. Mon cousin Fabien et quelques-uns de ses amis, qui fumaient des cigares. L'odeur était écœurante. Ah, Léonie, s'exclama Fabien, clairement éméché. Tu cherches la sortie? Ne t'inquiète pas, ta Twingo est toujours sur le parking. Je l'ai vue en arrivant. La petite verte. J'ai cru que c'était la voiture du jardinier, j'ai failli appeler la sécurité. Ses amis ont ri. Sérieusement, dit l'un d'eux, c'est ta sœur? Ma cousine, corrigea Fabien, en me jetant un regard méprisant. Et ouais, c'est triste. Toute la famille a réussi. Avocat, pharmacien, mon père est partenaire dans son cabinet, et puis il y a Léonie. Elle travaille au Franprix depuis, toujours, je crois. Peut-être qu'elle aime ça, dit un autre, essayant d'être charitable. Fabien secoua la tête, prenant un air faussement grave et confidentiel. Non. Entre nous, ma mère pense qu'elle a un léger défaut d'apprentissage. Tu sais, un truc qui n'a jamais été diagnostiqué. Elle est lente. Elle n'a jamais vraiment compris les choses compliquées. L'argent, les affaires, tout ça, ça la dépasse. C'est pas de sa faute, elle est juste, simple. Défaut d'apprentissage. Ce fut le mot de trop. Le mensonge des 500 €, c'était de la méchanceté. Mais ça? C'était une tentative de me redéfinir, de me marquer comme défectueuse pour justifier leur propre supériorité. C'en était trop. Mon sang s'est glacé. Toute la chaleur de l'humiliation a disparu, remplacée par une colère froide et pure. J'ai arrêté de trembler. J'ai arrêté de douter. J'ai sorti mon téléphone de mon petit sac à main ridicule. J'ai ouvert mon application de messagerie sécurisée, celle que j'utilise pour communiquer avec mes équipes de sécurité et mon conseil d'administration. J'ai trouvé le contact, Vidal. J'ai tapé un seul mot. Maintenant. J'ai appuyé sur « Envoyer ». À travers la vitre, à l'intérieur de la salle de bal, j'ai vu Antoine Vidal, qui se tenait près de la table d'honneur, observant la salle. Il a discrètement regardé sa montre connectée. Il a levé les yeux, son regard a balayé la terrasse et m'a trouvé dans l'ombre. Il a hoché la tête. Une fois. Le jeu était terminé. Je suis retourné dans la salle de bal. J'avais prévu de partir discrètement. J'allais juste prendre mon sac et disparaître par l'ascenseur de service. Mais mon frère. Mon cher frère. Il n'en avait pas fini avec moi. Il s'est levé, tapotant à nouveau sur son verre.
Il pensait qu'il ne m'avait pas encore assez achevé. L'histoire vous ferait réagir comment, vous? On veut lire vos avis dans les commentaires. Et dites-nous, vous êtes d'où? L'histoire n'est pas terminée, continuons à écouter l'histoire. Le tintement du verre contre le cristal a de nouveau fait taire la salle. Cette fois, le silence était moins respectueux, plus las. Étienne rayonnait, ivre de sa propre importance et du champagne. Mes amis, ma famille, commença-t-il, juste une dernière petite annonce. Une sorte de cadeau de mariage, mais pas pour moi. Un acte de charité, si vous voulez. Il m'a regardé. Son sourire était large, bienveillant, et c'était la chose la plus cruelle que j'ai jamais vue. Léonie. Ma chère petite sœur. Je me suis immobilisée. Je me dirigeais vers la sortie, mais il m'avait arrêté net. Je sentais le regard de Vidal sur moi depuis l'autre bout de la pièce. Il se rapprochait discrètement de la sortie, se positionnant. Léonie, reprit Étienne, je sais que la vie à Paris est difficile. Je sais que ton travail au Franprix est épuisant. Et, soyons honnêtes, tu n'es plus toute jeune. Il est temps de penser à l'avenir. La salle était suspendue à ses lèvres. C'était comme un accident de voiture au ralenti. On ne peut pas détourner le regard. Et comme je suis maintenant un homme de famille, il posa sa main sur l'épaule de Diane, qui souriait fièrement, je me dois de prendre soin des miens. J'ai parlé avec mon merveilleux beau-père. Il fit un signe de tête à Monsieur Laforge, le notaire. Et mon beau-père, dans sa grande générosité, a accepté de te trouver une place. N'est-ce pas, cher beau-papa? Monsieur Laforge, visiblement un peu ivre, se leva à moitié, profitant de son moment de gloire. Absolument. La famille avant tout. Étienne continua, son sourire s'élargissant. Il y a un poste de disponible dans son étude de notaire. Pour l'entretien. Le nettoyage du soir. Un silence de mort s'abattit sur la salle. Ce n'était plus drôle. Ce n'était plus de la pitié. C'était horrible. J'entendais le sang battre dans mes oreilles. Ce n'est peut-être pas glamour, dit Étienne, en haussant les épaules, mais ce sont des horaires stables. Un travail à l'intérieur. Et franchement, Léonie, ce sera une belle amélioration pour toi. Tu pourras enfin quitter ce studio minuscule à Paris et revenir près de nous, à Lyon. Maman sera si contente. Il me regardait, attendant mes larmes de gratitude. Il attendait que je m'effondre et que je le remercie pour sa générosité. Le père de Diane se leva alors complètement, levant son verre. À la générosité. Il y a toujours une place pour les gens qui travaillent dur, même si c'est au sous-sol. Quelques personnes rirent, nerveusement. La plupart me regardaient avec une pitié insupportable. Ils me proposaient, devant 200 personnes, de devenir fan de ménage. Comme un acte de charité. Étienne s'est tourné vers son témoin, Antoine Vidal, qui se tenait maintenant à quelques mètres de lui, près de la sortie. Tu vois, Antoine? C'est ça, la famille. On s'occupe des nôtres. Antoine n'a pas souri. Il n'a pas regardé Étienne. Il a dépassé mon frère comme s'il n'était qu'un meuble. Il a traversé l'espace qui nous séparait, ses pas silencieux et assurés sur le parquet. La salle le regardait, confuse. Il s'est arrêté juste devant moi. Le silence dans la salle était total. On aurait pu entendre une épingle tomber. L'orchestre s'était tu. Antoine Vidal se tenait devant moi, me tournant le dos, faisant face à la salle comme un bouclier. Étienne, confus, s'avança. Antoine? Qu'est-ce que tu fais? Le moment est un peu intense, là. Je suis en train de parler à ma sœur. Antoine ignora complètement mon frère. Il se tourna légèrement vers moi, son visage toujours professionnel, mais je vis une étincelle dans ses yeux. Il s'inclina formellement, un geste d'un autre temps qui contrastait violemment avec la vulgarité du moment. Mademoiselle Grondin? Sa voix n'était pas forte, mais elle portait dans toute la pièce. Claire, précise, sans émotion. Il me parlait à moi. Pas Léonie. Mademoiselle Grondin. Étienne fit un pas de plus, l'air agacé. Antoine, c'est Léonie. Ma sœur. Tu sais,
Celle dont je te parlais. Antoine leva une main, un geste simple, paume vers Étienne. Un geste qui signifiait « stop ». Et Étienne s'arrêta net, comme s'il avait heurté un mur invisible. Antoine se tourna lentement vers Étienne. Je sais exactement qui elle est. Puis il se tourna vers moi. Je suis Antoine Vidal, mademoiselle. Chef de votre sécurité. Le mot « sécurité » résonna dans la pièce. Quoi, balbutia Étienne, son sourire commençant à vaciller. La sécurité de Franprix? Tu as des problèmes? Antoine continua, comme si Étienne n'avait pas parlé, sa voix projetée pour que tout le monde entende. Madame, je m'excuse pour l'interruption. L'hélicoptère est sur le toit terrasse. L'hélicoptère, répéta Madame Laforge, sa voix devenant soudain très sobre. Oui, dit Antoine. La conférence téléphonique avec Berlin ne peut plus attendre. L'acquisition de Cybercorps doit être finalisée avant l'ouverture du DAX demain matin. Le DAX, murmura Monsieur Laforge, le notaire, qui, lui, savait ce que c'était. Il venait de dégriser d'un coup. L'accord de 1,2 milliard d'euros est en jeu, continua Antoine. Le conseil d'administration est en ligne et attend votre approbation finale. Milliards d'euros. Le verre de champagne qu'Étienne tenait encore à la main lui glissa des doigts. Il s'écrasa sur le marbre dans un bruit assourdissant. Léonie, dit-il, son visage passant du rouge à un blanc cireux en une seconde. 1,2 milliard d'euros. Je me suis levé. J'ai lissé ma robe jaune moutarde, qui me semblait soudain être l'armure la plus ridicule du monde. Je suppose que je vous dois une explication, dis-je, ma voix étonnamment calme. Je regardai l'assemblée. Tous les visages étaient tournés vers moi, figés dans l'incrédulité. Je m'appelle Léonie Grondin. Je suis la fondatrice et la PDG de Solutech Dynamique. Je me suis tournée vers Monsieur Laforge. Nous sommes la plus grande société privée de cybersécurité et de conformité des données en Europe. Nous sécurisons les systèmes de BNP Paribas, de la Société Générale, de la Deutsche Bank, si je ne m'abuse, de la banque privée qui gère les actifs de votre étude de notaire. Le visage de Madame Laforge était devenu gris. Son mari semblait avoir du mal à respirer. Le travail au Franprix, continuai-je, ma voix gagnant en assurance, c'était il y a 7 ans. C'était une étude de terrain pour comprendre les failles des systèmes de paiement. C'est comme ça que Solutech a commencé. En étudiant les caisses enregistreuses. Étienne me regardait, la bouche ouverte, comme un poisson hors de l'eau. Mais, tu as dit, le Franprix, tu as dit. Le silence fut rompu par un jeune cousin au fond de la salle, qui avait visiblement sorti son téléphone et googlé mon nom. Mon Dieu, cria-t-il, l'air stupéfait. C'est vrai? C'est elle. Elle est sur Forbes. Léonie Grondin, la reine de la cybersécurité française. Fortune nette estimée, 1,9 milliard d'euros. Un murmure parcourut la salle. Ce n'était plus de la pitié. C'était un choc. C'était de la peur. C'était de la honte. Tante Monique, l'air complètement perdu, s'écria, sa voix perçante brisant le silence. Mais, si tu es si riche, pourquoi? Pourquoi tu conduis cette vieille Twingo? Pourquoi tu t'habilles, comme ça? Pourquoi tu nous as menti? Je me suis tournée vers elle. Ma colère était partie. Je n'étais que fatiguée. Je ne vous ai jamais menti, tante Monique. C'est vous qui n'avez jamais écouté. Et pourquoi la Twingo? J'ai regardé Fabien, qui essayait de se cacher derrière un pilier. Parce que cette Twingo, c'est la première voiture que j'ai achetée avec mon premier vrai salaire de Solutech. Elle me rappelle d'où je viens. J'ai regardé l'assemblée. Parce que je pensais, stupidement, que ma famille m'aimerait pour qui j'étais, pas pour ce qu'il y avait sur mon compte en banque. Je pensais que l'argent n'avait pas d'importance. Mais tu nous as laissé croire. Commença Étienne, sa voix tremblante de rage et de confusion. Je ne vous ai rien laissé croire, ai-je répondu, ma voix montant pour la première fois. C'est vous qui avez supposé. C'est vous qui avez décidé que j'étais une ratée parce que je ne me vantais pas. Parce que je ne portais pas ma richesse comme un trophée. Je me suis avancée vers lui.
J'ai essayé de te le dire, Étienne. Il y a 5 ans. Tu te souviens? Lors du dîner de Noël. J'ai parlé de ma levée de fonds. Et tu m'as dit d'arrêter de me vanter avec mes projets informatiques. Tu te souviens de ça? Il pâlit. Il s'en souvenait. Tu étais jaloux, ai-je dit doucement. Tu étais jaloux parce que tu galérais à la fac de droit, et que ta petite sœur, la lente, était en train de réussir. Alors je me suis tue. J'ai regardé ma mère, qui semblait avoir vieilli de 10 ans. Je suis devenue Léonie du Franprix, parce que Léonie la PDG vous mettait mal à l'aise. Elle vous faisait vous sentir petit. Mon échec était votre réconfort. J'ai de nouveau fait face à Étienne. Je suis devenue Léonie l'échec pour que tu puisses te sentir Étienne le succès en épousant une famille riche. Ma situation était ton faire-valoir. La pauvre Léonie te rendait intéressant. Je me suis retournée vers la salle. Vous m'avez diagnostiqué un défaut d'apprentissage, ai-je dit en regardant Fabien. Vous avez inventé des histoires de 500 € par mois, ai-je dit en regardant ma mère. Et ce soir, je l'ai regardé droit dans les yeux, tu m'as offert un job de femme de ménage. Pour m'aider, point. Ah ok. C'était Diane. Elle pleurait, son mascara coulant sur ses joues. L'erreur est de moi, ai-je dit. Mon erreur a été de me rabaisser pour que vous puissiez vous sentir grand. Mon erreur a été de croire que votre amour était inconditionnel. Cette erreur est terminée. Ce soir. Antoine Vidal s'est discrètement rapproché. Madame. Berlin. L'équipe est en ligne. 5000 emplois dépendent de cette signature. J'ai hoché la tête. La réalité. Mon autre vie, ma vraie vie, m'appelait. J'ai attrapé mon petit sac à main ridicule posé sur la chaise. Félicitations pour votre mariage, Étienne, Diane, ai-je dit formellement. Ma voix était froide, professionnelle. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je me suis dirigée vers la sortie. Antoine m'ouvrait le chemin. Attends, hurla Étienne. Il a traversé la piste de danse en courant et m'a attrapé le bras. Sa poigne était forte, désespérée. Léonie. Attends. Tu ne peux pas partir. Tu m'humilies. Je me suis arrêtée. J'ai regardé sa main sur ma robe moutarde. Lentement, j'ai levé les yeux vers lui. Moi? Je t'humilie? J'ai presque ri. C'était tellement absurde. Non, Étienne. Tu t'es humilié tout seul. Je me suis rapprochée pour que lui seul puisse m'entendre, ma voix un sifflement de colère contenue. Tu es tellement aveuglé par ton besoin de paraître, tellement obsédé par le statut, que tu as invité mon chef de la sécurité à être ton témoin. Tu l'as supplié d'être ton ami parce que tu pensais qu'il était important, sans même prendre la peine de savoir pour qui il travaillait. Son visage s'est décomposé. Il a compris. Il a lâché mon bras comme si je l'avais brûlé. J'ai reculé. J'ai regardé la salle. La foule s'est écartée devant moi comme la mer Rouge. Leur visage, ce n'était plus de la pitié. C'était un mélange de peur, de choc, de honte. La famille Laforge me regardait comme si j'étais une bombe qui venait d'exploser. Ma mère était assise, le visage entre les mains. Arrivée à la porte de la salle de bal, je me suis retournée une dernière fois. J'ai regardé Étienne, qui se tenait seul au milieu de la piste de danse, et Diane, qui pleurait dans les bras de sa mère. Juste un dernier conseil, Étienne, ai-je dit, ma voix portant dans le silence. Le mariage, c'est censé être basé sur l'amour. Aimer quelqu'un pour ce qu'il est vraiment, pas pour ce qu'on suppose qu'il devrait être. C'est peut-être quelque chose à méditer. Je sais que ma réaction a été forte. Mais après des années de mensonges et d'humiliation, que pouvais-je faire d'autre? Pensez-vous que j'ai été trop dure? Ou était-ce le seul moyen de briser le cercle vicieux? J'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai tourné les talons. J'ai suivi Antoine jusqu'à l'ascenseur privé qui menait au toit terrasse. Les portes se sont fermées sur leurs visages choqués, sur le mariage en ruine, et sur l'image de Léonie du Franprix, qui venait de mourir pour de bon. Le vrombissement des pales de l'hélicoptère m'a frappé avant même que les portes de l'ascenseur ne s'ouvrent.
Le vent était fort. Antoine m'a guidé, la main dans mon dos, vers l'appareil, un magnifique Augusta Westland noir mat qui attendait sur l'héliport du château. Le pilote nous a salués. Antoine m'a aidé à monter et à attacher mon harnais. Il a mis le casque sur mes oreilles, coupant le bruit assourdissant. Comment était le mariage, madame, m'a-t-il demandé par l'intercom, son visage parfaitement neutre, mais je vis une étincelle d'amusement dans ses yeux. J'ai regardé une dernière fois le château en contrebas. Les lumières de la fête brillaient. Je pouvais voir des silhouettes minuscules sur la terrasse, regardant vers le ciel. Très éducatif, Antoine, ai-je répondu. L'hélicoptère s'est soulevé en douceur. En quelques secondes, le château de Bagnols n'était plus qu'une tache de lumière dans la nuit. Mon téléphone, dans mon sac, s'est mis à vibrer. Encore et encore. Sans même le regarder, je savais qui c'était. Étienne. Ma mère. Fabien. Des numéros inconnus qui étaient sûrement des invités curieux. J'ai sorti le téléphone. Je l'ai regardé vibrer frénétiquement dans ma main. Puis j'ai appuyé sur le bouton latéral et je l'ai éteint. Le silence. Destination Berlin, madame, demanda le pilote. Non, ai-je dit. D'abord, au bureau de Lyon Pardieu. Je dois changer cette robe. J'ai regardé le tissu jaune moutarde. Elle est horrible. Et je parie que les photographes de la presse économique allemande seront à l'aéroport à Berlin. Antoine, assis en face de moi, a souri. Un vrai sourire, pour la première fois de la soirée. Bien vu, madame. Nous avons volé en silence pendant un moment, les lumières de Lyon s'étalant sous nos pieds. Demain, je serai de retour à ma vie. Des réunions, des chiffres, des décisions. Mais ce soir, quelque chose avait changé. J'avais passé 7 ans à confondre l'humilité et l'invisibilité. J'avais cru qu'en me cachant, je protégeais ma famille. Mais je ne protégeais que leur ego, leur fragilité, leur cruauté. Solutech Dynamics n'a pas révolutionné la cybersécurité en restant silencieux. Et ce soir, pour la première fois depuis des années, je me sentais enfin libre. Libre d'être qui j'étais. Parfois, dans la vie, on se rend compte qu'on doit arrêter de cacher sa propre lumière juste pour que les autres se sentent plus à l'aise dans leur obscurité. Cette histoire était la mienne. Avez-vous déjà été dans une situation où votre famille, vos amis, ou vos collègues vous ont sous-estimé à ce point? Avez-vous déjà dû cacher qui vous étiez pour maintenir la paix? Racontez-moi vos histoires dans les commentaires. J'aimerais beaucoup les lire. Si vous pensez qu'Étienne et sa famille ont eu ce qu'ils méritaient, laissez un « j'aime » sur cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous, et n'ayez jamais peur de montrer qui vous êtes vraiment.